Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. On est de retour, il y a eu la période estivale, la coupure pour les courses. Elles ont repris au mois d'août. Nous, on a repris avec un tout petit peu de décalage, mais vous le voyez, on a bien repris parce qu'on est ici sur un nouveau studio. On a fait les choses en grand. Donc, merci en tout cas de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. À mes côtés, j'ai toujours Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric. Tu vas bien ? Bah écoute, après 2 mois, on est content d'être là. Et voilà. Et Thomas Morcellino qui nous accueille toujours, qui nous accompagne. Pardon. Je veux bien tu peux nous accueillir aussi. Il n'y a pas de souci, qui nous accompagne toujours. Voilà. Ça va Thomas ? Ouais, ça va très bien et toi ? Impeccable. Voilà, on est heureux effectivement, comme le disait Michel, de vous retrouver. Donc, vous connaissez le principe de l'émission, mais on vous le rappelle. Donc, on va débriefer ce 13e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Aragon, qui s'est disputé hier en Espagne. On aura évidemment nos rubriques habituelles, c'est-à-dire l'image du Grand Prix, les faits marquants, l'instant stat avec Thomas. On aura aussi également le Sunday Race Recap qui vous permettra de refaire un petit point sur les résultats du week-end et des week-ends précédents. Et puis nous aurons aujourd'hui un invité de marque, pas n'importe quel invité, tout simplement Piero Taramasso, le responsable de la compétition moto 2 roues chez Michelin, qui sera avec nous en deuxième partie d'émission et avec qui on échangera notamment sur les résultats de ce week-end et un petit peu sur la dynamique Michelin autour du MotoGP. On aura également évidemment la rubrique pronostic. Vous pourrez évidemment sur nos plateformes donner vos pronostics pour le prochain Grand Prix. Ça sera le week-end prochain, donc n'oubliez pas, ça va être très très chaud. Et pour les questions, parce qu'on a tenu compte de vos retours sur les réseaux avant la coupure, on va prendre vos questions tout au fil de l'émission. Et ensuite, il y aura une rubrique consacrée à ces questions. Ça sera l'instant vos questions. Et parmi ces questions, les 5 plus marquantes seront sélectionnées et remporteront ce soir ce cadeau. Merci Michel. C'est Fabio Quartararo, l'ascension d'un prodige. Donc Michel, le livre que tu as écrit, qui est sorti le 2 septembre, si je ne dis pas de bêtises, dans toutes les bonnes librairies. Juste 2 mots avant de rentrer dans ta rubrique, très rapidement. Pourquoi, comment ce livre, pourquoi maintenant ? Parce qu'il y avait une envie de raconter l'histoire de Fabio avant qu'il soit champion ou pas d'ailleurs. C'est aujourd'hui notre fer de lance. Il a un parcours assez étonnant et puis j'ai eu la chance de le voir arriver. Je connais bien ses parents et donc on avait envie de faire un truc ensemble. Et ça donne ce petit livre qui, je pense, va apprendre beaucoup de choses à ceux qui le liront. D'ailleurs, même Eric Mahé l'a lu, m'a dit j'ai appris des choses. Et Thomas Mauban, le grand pote de Fabio, m'a lui aussi dit qu'il avait appris des trucs, donc je suis assez content de ça. Ça t'a pris combien de temps à peu près ? La rédaction, c'est l'affaire de 2 mois, on va dire, mais après, en amont, il y a des interviews, la famille, les amis, et puis aussi tous les team managers avec qui il a travaillé, des mécaniciens, des proches, donc il y a un gros travail de documentation en amont et d'entretien, quoi. Voilà, donc ce soir, ça sera votre cadeau pour les questions qui auront été printé et sélectionné pour ce retour d'After Sunday. Voilà, on passe tout de suite au débrief de Michel Turcot. Alors, le débrief, Michel, il va commencer évidemment par l'image de ce Grand Prix et je pense que Thomas et toi serez d'accord. Ça va être l'image, c'est la première victoire en carrière en MotoGP de Pecco Bagnaia. Et quelle victoire! Ouais, quelle victoire! Oui, parce que il a résisté, il a fait toute la course en tête après avoir fait la pole la veille et puis il résiste juste au bout à un Marc Marquez déchaîné. Marc Marquez, Aragon, c'est chez lui, c'est... 6 victoires, non, c'est pas ça? Aragon, c'est 5 victoires en 8 participations. 5 victoires. Ouais. Voilà. Donc on sait que c'est un circuit qui tourne à gauche. Donc non seulement c'est quelque chose qu'il a toujours aimé, alors on l'a dit, la pratique du dirt track, Et puis c'est aussi, compte tenu de sa blessure, des virages qui tournent à gauche, le mettre moins en défaut avec son épaule droite. Donc tout était réuni pour qu'il fasse une belle course. Et en tout cas, il a mené la vie dure à Bagnaia jusqu'à la fin. Mais on va rester sur Pecco avant de parler de Marc. Donc Pecco il n'avait pas gagné, donc il commençait à y avoir un peu de pression. Jack avait gagné 2 courses, lui il courait toujours après la première, il est tombé en Italie alors qu'il était bien parti. Et là il fait un sans faute et surtout quel sang-froid, quoi. Quel sang-froid, parce qu'il a
Voilà, il savait qu'il était mieux sur les accélérations avec sa moto. Donc voilà, chaque fois qu'il sentait que Marquez allait passer au freinage, il savait que de toute façon, parce qu'il freine aussi lui très fort, donc Marquez était obligé de se mettre en défaut, d'écarter, de rentrer trop loin dans le virage. Lui, il contrôlait bien sa trajectoire pour ressortir plus fort. Donc il a parfaitement maîtrisé son affaire. Et voilà, cette victoire, elle est magnifique et elle lui permet aussi de repasser à la deuxième place du classement général, de réduire son retard sur Fabio. Et de devenir aujourd'hui peut-être le plus sérieux rival dans la course au titre avec les 5 courses qui restent à disputer. Vous pensez que sur ces 5 courses, on peut vraiment assister à un retournement de situation? Tu disais que c'est son principal rival. Mir aussi a fait une belle course, il est sur le podium et lui aussi, il se rapproche. Est-ce qu'on peut assister à une fin de saison un peu comme l'année dernière où Mir n'avait pas vraiment gagné et au dernier moment, il coiffe tout le monde sur le poteau? On va dire que Fabio a son avenir entre ses mains. Voilà, enfin, on va parler de Fabio après, un petit peu plus tard, mais là il a passé 2 Grands Prix en Autriche, un Grand Prix en Aragon sur des circuits où il savait que lui allait être en défaut. Il a plus ou moins maîtrisé ces 3 pistes-là, mais voilà, il avait une avance considérable. Elle est réduite aujourd'hui à 53 points. C'est quand même confortable, c'est plus de 2 victoires sur 5 courses. Donc, après, voilà. Aragon aussi, c'était un circuit sur lequel on pouvait attendre les Ducati. La fin de saison, pas tant que ça. Pas tant que ça. D'ailleurs, Pecco, je crois que sa meilleure performance, je crois qu'il n'avait jamais marqué de points sur les 3 sorties qu'il avait fait en Aragon. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il était d'autant plus heureux, lui, qu'il s'est retrouvé super à l'aise, étonnamment, sur ce circuit, quoi. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce que du coup, la Ducati, la seule victoire avant Pecco hier, c'était Stoner en 2010. Donc ça date un peu. Donc il dit d'ailleurs que c'est preuve que la moto a progressé depuis l'an dernier, quoi, puisqu'elle est efficace sur ce circuit aussi. Bon. On en parlera tout à l'heure, mais du coup, la meilleure performance d'une Ducati l'année dernière, c'était Johan Zarco, et là, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'était... D'accord. Donc, du coup, l'effet marquant, tu l'as un peu évoqué, on va dire Marc Marquez. Est-ce qu'avec la performance qu'il a fait, alors ok, il n'a pas gagné, mais il a mené la vie dure à Bagnaia durant toute la course, et les 3 derniers tours, c'était de la folie. Est-ce qu'on peut dire que sur cette fin de saison, sur les 5 courses qui restent, il est définitivement de retour, Marc? Je pense qu'on ne va pas pouvoir dire ça. Il a gagné, c'est son 2e podium de la saison. Il a gagné en Allemagne sur pareil, un circuit qui tourne à gauche où il était intraitable. Là, il fait 2e. Il aurait pu, voilà, il a joué la victoire. Il a tout donné. Hein, on voit qu'il est toujours le même, mais on voit aussi qu'il est, toujours le même. Son état d'esprit est toujours le même, il a toujours cette envie, il a toujours envie de se dépasser, mais on sent que physiquement, malheureusement, c'est toujours pas ça, quoi. Il est toujours handicapé dans les virages à droite. Il est encore tombé 2 fois aux essais, donc il en est à 17 courses, si je dis pas de bêtises. 17 chutes. Ouais. 17 chutes. C'est lui qui est le plus tombé depuis le début de l'année, devant son frère d'ailleurs. Ouais. Donc toujours, il a du mal, on l'a vu au tomber aux essais, hein, quand il a du mal à se récupérer sur son coup de droit, il a du mal à forcer. Quand la moto est par terre, il a du mal à le relever. Il se tient régulièrement l'épaule. Voilà, il est toujours, ça revient pas, quoi. Il n'y a pas vraiment de progression sur l'année. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même on le sent abattu aussi quand il parle. Il dit je sais pas si je vais revenir. Et en fait, son bras, il est pas guéri. A priori, quand l'os est ressoudé, il y a une légère torsion qui serait de l'ordre de 15%. Donc il a des problèmes de proprioception. Et, voilà, quand son cerveau lui dit toi tu pousses comme ça avec ton bras ce que tu faisais d'habitude, son bras ne réagit pas tout à fait pareil. Donc, et ça, c'est. Alors est-ce que lui va arriver à intégrer ça dans son schéma corporel pour arriver à surpasser et à s'habituer à celui qu'il est devenu? Est-ce qu'il va y avoir une décision médical, évoqué, de recasser son os pour mais là, alors si on refracture pour le remettre dans l'axe, il va falloir déjà attendre que son os, c'est un gruyère, ils ont mis tellement de vis à le casser, le recasser, que voilà, il faut attendre que vraiment la calcification soit totale. Donc je crois que c'est de l'ordre d'un an et demi depuis sa dernière opération. Donc ça voudrait dire se faire opérer l'année prochaine. Voilà, Marc, il a 28 ans. Enfin, il y a surtout un contrat. Il avait signé un contrat longue durée et pas n'importe quel contrat avec Honda aussi. Avec Honda, et on sait. Et puis bon, là on parle du pilote, mais il y a aussi la moto, quoi. C'est toujours compliqué. Voilà, Espargaro a fait une pole position à Silverstone. Il a fait une belle course derrière, même s'il a raté le podium. Mais bon, son frère qui avait fait 2 podiums, Alex, il a fait 2 podiums l'an dernier. Et là, il passe sa vie à plat ventre et il fait aucun résultat. Il a perdu confiance. Donc c'est vrai qu'il y a
Il y a toujours les mêmes problèmes récurrents sur cette Honda. Alors et puis Marc n'est plus en mesure de travailler à son développement. Et puis bon, aujourd'hui, il avait développé une moto super exigeante, super pointue. Il est plus capable de la piloter. Enfin bref, on sent que ça demeure compliqué. Donc pour répondre à ta question, est-ce que Marc est de retour? Est-ce qu'il va être l'épouvantail de la fin de saison? J'en doute un peu. Après, il y a Austin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il va y avoir un autre examen de passage, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas très réjouissant ce que tu nous annonces là, Michel. Aux Amériques, c'est pareil, je crois qu'il est chez lui. Depuis que le cycle est au calendrier, donc depuis 2013, depuis qu'il est là d'ailleurs, Marquez, il a été invaincu, à part la dernière édition où il est tombé. Et il est tombé sur un petit problème technique avec sa boîte sur un rétrogradage. Voilà, donc c'est... on peut imaginer qu'il va se battre pour la victoire et qu'il va peut-être gagner cette course. Après, ça reste un circuit pro parce qu'il y a 20 virages, donc c'est quand même aussi physiquement. Puis il y a quand même eu toute une partie où il y a des changements très rapides. C'est là où il faisait la différence d'ailleurs quand il est arrivé en 2013 sur ce circuit. Les premiers essais, je crois qu'il collait quasiment une seconde à tout le monde dans cet enchaînement au début. Bref. On passe à Fabio. Fabio Quartararo. Donc on va dire. Autant à la rentrée, il avait maîtrisé, comme tu l'as souligné rapidement, cette rentrée sur des circuits qui lui étaient pas favorables. Il les a parfaitement maîtrisés, ces 3 rendez-vous. Il a même gagné à Silverstone. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? L'Autriche a été compliquée avec la pluie, mais il était performant. Il s'est battu devant malgré l'handicap de sa moto. Là, il dit qu'il n'a pas reconnu. Alors, il savait que ça allait être difficile, mais bon, vu le rythme qu'il avait en FP4, le rythme du warm-up, il pensait qu'il pouvait faire un podium, en tout cas un top 5. Un top 5, quoi. Il n'y a pas parvenu, il n'avait pas du tout le rythme qu'il pensait avoir. Mais il était quand même content parce qu'il s'est battu pour arracher sa 8e place. Néanmoins, il ne s'explique pas bien la baisse de performance de son pneu arrière. Donc, c'est très bien qu'on ait Pierrot tout à l'heure pour évoquer ce sujet. Je pense qu'ils n'auront pas des réponses à leurs questions parce que la course, elle était hier. Mais voilà, sinon, il a des problèmes, ça arrive à tout le monde. Bagnaia a eu, Miran a eu. Entre le Grand Prix d'Allemagne et le Grand Prix en arrivant à Aragon, son avance était passée de 10 à 65 points. Elle est aujourd'hui redescendue à 53 points. Ça fait quand même 2 courses. Ça fait quand même 2 courses d'avance. Voilà, là il a passé les circuits, encore une fois, là, qui n'étaient pas en sa faveur. Misano, c'est un circuit où Bagnaia va être très fort, mais lui aussi. Les Yamaha ont gagné les 2 courses l'année dernière. Se souvient s'il est tombé là-bas, il a fait en 2019, il fait une course fantastique justement face à Marquez, donc il va être bien. Et voilà. Et après, on va retourner à Portimao où il a gagné. Et puis, donc on peut imaginer que la fin de saison est, comme tu disais, il a son destin. Voilà. Alors c'est vrai que ses adversaires jouaient un petit jeu de lui mettre la pression. Oui, mais c'est pas fini. Il peut craquer, il peut faire des erreurs. Effectivement, il peut faire des erreurs, mais là. Franchement, le voir évoluer avec son équipe, avec son environnement, il est bien, quoi. Donc, Alors justement, équipe, environnement, on va passer à Johann Zarco. Qu'est-ce qui se passe pour Johann? Alors, pour faire un petit peu dans le réseau sociétal, c'est son voyage en 900 SS qui l'a fatigué ce week-end? Ouais, je crois qu'il y a certains qui sont amusés à raconter ça. Donc, on va parler un petit peu de ce voyage parce que visiblement, ça fait un énorme buzz. Donc, effectivement, il est parti avec une 900 d'Armada Antibes. En fait, c'est toute l'équipe Ducati, une bonne partie des 2 équipes Ducati qui s'étaient lancé ce défi de rejoindre Aragon en moto. Donc, il y a les Guidotti, il y a Miller, des mécaniciens. Ils sont tous retrouvés. Certains sont partis d'Italie. Lui est parti d'Antibes où il a récupéré cette moto et ils sont retrouvés dans le sud du Massif Central, ce que j'ai compris, pour descendre à Aragon. Après, ils ont roulé ensemble. Il a roulé avec la Dharma. Ils ont échangé les motos. Bref. C'était l'idée de faire une balade ensemble. Donc, je ne pense pas que ça soit ça, qu'il est fatigué. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que depuis la rentrée, il a dit « Ouais, j'ai compris certaines choses, je me focalisais trop sur le titre, etc. » Maintenant, et finalement, on dirait que la mécanique, elle s'est cassée. Alors, ce qu'il y a déjà, c'est cette course. Moi, franchement, j'étais étonné hier à son débrief de l'écouter parce que moi, je pensais qu'il a eu un problème de pneu. Parce qu'il a choisi, c'est le seul pilote qui est parti avec le pneu soft à l'avant. Tous les autres sont partis avec le hard à l'avant et le soft à l'arrière. Lui est parti avec le soft parce qu'il n'avait aucun feeling avec le hard. Donc, vous pouvez penser que ça allait être ça le problème. Non, pas du tout. Il dit qu'en fait, il n'y avait pas d'énergie. Il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait avec la moto.
Voilà, il termine 17e, il est surtout à 26 secondes de Bagnaia, quoi. Donc, et on l'a senti abattu. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense que la première partie de saison, voilà, jusqu'aux Pays-Bas, c'est le meilleur pilote Ducati, c'est le challenger de Fabio. Puis il y a cette longue trêve estivale. Donc, pour avoir discuté avec Romain Guillot, son préparateur physique, il dit que lui, ça a cassé un peu une dynamique. Et pendant cette période estivale, c'est pas qu'il s'est reposé, mais il a croisé plein de gens pendant l'été qui lui ont dit alors, tu la gagnes quand ta première course? Cette première étape, c'est pour quand? Et puis le titre, tu vas là cette année, là tu peux y arriver. Donc en fait, il s'est mis la pression. Il s'est dit j'arrive en Autriche, c'est un circuit pour la Ducati. Il faut que je gagne. Et puis en fait, c'est non seulement il ne gagne pas, mais c'est son coéquipier qui gagne. Donc là, forcément, mentalement, il y a un petit choc parce qu'en plus Martin gagne après avoir. C'était seulement son 6e Grand Prix, il revient de blessure. Donc lui, il n'est pas arrivé. Il est resté sur une dynamique hyper positive, Martin. On apprend aussi que finalement, il a aussi des problèmes. Il a eu en Autriche, à Silverstone, des problèmes de douleur aux avant-bras, des crampes, des problèmes du syndrome des loges qu'il voulait pas. Il n'a jamais voulu se faire opérer. Donc là, maintenant, finalement, il va se faire opérer parce que. Voilà, il se rend compte que c'est aussi quelque part une gêne. Donc c'est en fait plein de petites choses qui font que je pense qu'il a un peu pris un coup au moral, quoi. Et voilà, mais il va rebondir. Il va falloir qu'il remonte la pente. Voilà. Bon. Et puis on va terminer sur ces faits marquants avec aussi ce qu'aurait pu faire l'image du week-end. C'est Maverick Viñales sous ses nouvelles couleurs chez Aprilia, première course. Il finit derrière Johan, donc 18e. Est-ce qu'il fallait attendre autre chose de la part de Viñales ou est-ce que ça peut correspondre à ce qu'on attendait? Sachant que Alex Espargaro, est quand même beaucoup plus haut. Il termine, Alex termine 4e et Viñales termine à 17 secondes quasiment de son coéquipier. Donc après, voilà, bon, c'est sa première course avec cette moto. Il a fait juste une séance d'essai à Misano avant. C'est un 4 cylindres, c'est un V4. Depuis qu'il est en MotoGP, Suzuki, Yamaha, il a roulé des 4 cylindres en ligne, donc une moto complètement différente. Donc effectivement, il faut qu'il s'y adapte. Voilà, après l'été a été mouvementé. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, Viñales, après moi le déluge, parce que finalement il y a une sacrée pagaille et c'est la zizanie complète chez Yamaha parce qu'on n'a jamais couru après autant de pilotes pour mettre quelqu'un sur une MotoGP. Surtout, refaisons rapidement l'histoire, on l'a quitté à Seine. Rapidement. On l'a quitté à Seine. On l'avait au moment. On apprend que finalement, ça va plus chez Yamaha. Bon, on s'arrêtera à la fin de l'année. Puis finalement, il pète les plombs, il fait des surrégimes en Autriche, donc il est viré parce que on peut pas faire autrement. Donc il y a un peu total embrouille entre Viñales et Yamaha. Et puis voilà. Donc et Yamaha donc se retrouve perd son pilote qui était censé être en début d'année, son fer de lance. On rappelle Rossi partant, Fabio arrive, mais ça reste le petit jeune, quoi. Donc Viñales s'est vu certainement un peu plus beau que ce qu'il était, et le fait que Fabio, là encore, le mental fait beaucoup, quoi. Ouais. Ok, merci Michel. Bah ouais, on avait d'autres choses à dire. On va revenir aussi avec Pierrot. Je pense que ça nous ramènera sur les notamment le jeu des chaises musicales, etc. Et ça tombe bien parce qu'on va passer tout de suite avec Thomas à l'instant stat. Ouais. Alors Thomas, cet instant stat du Grand Prix d'Aragon, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc on était alors on arrête. Donc on est sur une 250e victoire italienne en catégorie Rennes. Voilà, c'est la nation, le pays qui domine devant l'Espagne avec 177 victoires. Et ensuite, c'est une belle journée pour l'Italie parce qu'en fait l'Italie n'avait plus gagné depuis l'année dernière. Donc ça faisait 13 Grands Prix, sauf erreur. Et c'était la plus longue période de disette depuis 2013-2014. Donc ça monte à très très loin. Deuxième chiffre intéressant, on est sur un 8e vainqueur différent cette saison, donc on commence à s'y habituer. L'année dernière, on y était habitué, donc ça en approche du record, parce que le record c'est 9, établi l'année dernière et en 2016. Mais aussi, chose intéressante, on est sur un 7e nouveau vainqueur depuis 2 ans. Donc il y a eu Fabio, il y a eu Oliveira, Binder, et ça, ce n'était plus arrivé en 2 saisons consécutives depuis 75-76. Ouais. Donc ça remonte à très très loin aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai renouveau en fait. J'ai aussi fait un autre chiffre intéressant, c'est vrai que sur l'ère Marquez, il y a eu 7 nouveaux vainqueurs.
Et là, sur les 2 dernières saisons, on a 7 nouveaux vainqueurs. Ouais. Donc, je veux dire, Ça illustre aussi bien la domination de Marquez de Marquez 2013 et à avant 2019. Rossi et même Lorenzo où Tout à c'était voilà. Ouais, donc des nouveaux vainqueurs, c'était pas. Voilà, donc là on a après la nouvelle génération de pilotes aussi très bonne, bien sûr. Mais voilà. Autre chiffre intéressant, donc on est sur un week-end Ducati, on le mentionnait tout à l'heure, donc on est sur la 50e pole pour Ducati en Grand Prix, enfin en MotoGP, donc et une 55e victoire, pardon. 55e. C'est que on voit que Ducati, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Michel, évolue d'année en année et Ouais, elle gagne en homogénéité, voilà, c'est et la puis- machine. Elle a gagné avec 3 vainqueurs différents. exactement, bah tu vois, ça c'est le prochain chiffre. C'est vrai qu'on est sur une saison, ce n'était jamais arrivé pour la marque italienne, d'avoir 3 vainqueurs différents sur la même saison. Donc là, on a Bagnaia, on a Miller. On a dit Et qu'on on a mettait Martin. plus la pression sur Johan. On a dit qu'on mettait plus la pression Et sur on a- Johan. ouais, c'est clair. Donc Ouais. il n'y a plus que. Ouais, après, il y a Johan Zarco. Mais il y a aussi Bastianini, parce que Bastianini, on ne l'a pas mentionné, mais il fait son meilleur Ouais. résultat. Ça fait 2 courses où il est pas mal. Hein. Avec une moto 2019. Ouais, exactement. Vraiment le- Exactement. Donc il a fait une très belle course. Il est passé en Q2. C'était la première fois qu'il passait en Q2. Enfin, voilà, donc c'était un beau week-end pour la Ducati. Je peux dire peut-être un autre chiffre. C'est aussi la 149e course où il y a au moins une Ducati sur le podium. Donc la prochaine, c'est aussi Ça sera un chiffre symbolique. un chiffre les symbolique 150. avec 150. Voilà. Un petit mot sur les Moto 2 et les Moto 3. Bah écoute, je peux te donner. Alors, je fais un bilan des courses ou Ouais. je fais les stats? Vas-y. Un peu des deux. Fromage et dessert. On va parler Moto 2. Donc là, on a une victoire de Raúl Fernandez, encore une fois. Donc blessé, parce qu'il est arrivé blessé. Il s'était blessé à l'entraînement à la main. Il a souffert tout le week-end, mais en tout cas, il ne l'a pas laissé transparaître en termes de résultats. Parce que du coup, il fait une très belle course. Il la domine clairement et il remporte sa 5e victoire. On est sur une 5e victoire d'un rookie. Pour retrouver une performance aussi impressionnante d'un rookie, il fallait remonter à 2011 avec Marc Marquez qui avait gagné 7 fois, mais qui n'avait pas gagné le titre parce qu'il s'était blessé en Malaisie avec un problème de vue. Donc du coup, il n'avait pas pu se battre pour le titre avec Bradle en fin de saison. Mais voilà, on est sur quand même une très belle Et pour avoir vu la radio, il a été opéré, on lui a mis un clou. Oui, c'est Ouais, pas, c'est- c'est pas et une en petite plus, blessure. Apparemment, une blessure, ce que m'a dit Hervé Poncharal, avec qui il court l'an prochain. Il est tombé en arrivant avec son vélo, en voulant ouvrir la porte, il est tombé, il a mis la main comme ça pour se rattraper et crac. des L'auriculaire cassé. Comme tous les accidents. Ouais, bah, C'est comme normal. Alex Rins. En tout cas, sacrée course, comme tu l'as dit. Quoi. Ouais. Mais ça va être dur pour aller chercher Garner. Ouais, parce que Garner, encore une fois, là, on est sur un 10e podium cette saison, une régularité exemplaire. Incroyable, ouais. Donc, voilà, ça, comme tu dis, ça va être difficile d'aller chercher. Même quand on le sent un peu en retrait, il est toujours là, parce qu'aux essais, ça a été un peu plus compliqué, mais il finit quand même sur le podium. Voilà, et il termine 2e, encore une fois. Donc, c'est un nouveau doublé pour Ajo, qui, ce week-end, a déjà gagné le titre par équipe. Grâce à Fernandez, ils ont gagné leur 100e victoire en Grand Prix. Voilà, donc c'était un beau week-end aussi pour Ajo. Et ils terminent tous les deux devant un autre Fernandez, qui est Augusto Fernandez, qui remplacera un des deux l'année prochaine chez Ajo. Donc là, on est sur une génération de pilotes Ajo potentiels. Voilà. Moto 3. Moto 3, victoire de Denis Foggia devant le duo Tech 3, donc deux podiums pour Tech 3, donc Denis Honchu et Ayumu Sasaki. Foggia qui l'année prochaine, on le savait, je sais pas, on n'en a pas parlé durant la trêve, mais après la trêve, il y a eu quelques problèmes dans son team. Son père a été écarté, donc lui il voulait plus rouler, ou en tout cas c'était difficile de rouler sans son père. Mais là du coup il gagne, donc son père a eu le droit de revenir, mais c'est surtout qu'en plus l'année prochaine il devrait poursuivre avec Léopard aux côtés de Tatsuki Suzuki. Et Artigas qui a fait une très belle course et qui s'est fait percuter malheureusement par Pedro Acosta, je vais y revenir juste après, qui a fait une très belle course, devrait lui rejoindre Prustel, donc c'est dommage parce qu'il va pas rester chez Léopard. Et donc un petit mot sur le leader, Pedro Acosta, du coup qui a fait une belle course puisqu'il il se battait dans le groupe de tête, sauf qu'il a commis une erreur, il est tombé et voilà, un mal pour un bien. Son plus sérieux adversaire pour le championnat qui est Sergio Garcia et lui aussi tombé dans le dernier tour, il s'est loupé, donc du coup l'avantage c'est qu'il statu quo. Il perd pas de points. Exactement, il perd pas de points par rapport à son rival direct. Par contre, l'avantage, même en chutant, il reste 5 courses de la fin, il est déjà rookie de l'année, donc c'est bien de le souligner. Titre honorifique, mais je pense que c'est pas celui-là qui l'intéresse au final. Il est déjà rookie de l'année, donc voilà. D'accord.
Dernier mot sur Allez. la Red Bull Rockies Cup. Allez, un dernier mot. Des Red Bull Rockies Cup ce week-end, donc là c'était la finale ce week-end. C'est David Alonso, un Colombien qui gagne, qui remporte cette coupe. Il a été titré dès la première course, il s'est amusé comme il l'a dit durant la deuxième. Il s'est amusé à dépasser tout ça, il a pris un peu de bon temps. Il gagne 6 fois cette saison, ça a été quand même une belle domination de la part de ce pilote. L'année prochaine, on devrait, en tout cas il est sous contrat avec Aspar, donc normalement on devrait le retrouver en Moto 3. Sauf que Sergio Garcia a été annoncé ce week-end comme étant un des 2 pilotes avec Guevara en Moto 3, donc ils vont poursuivre. Donc ça va être difficile de lui trouver une place. Donc on suppose, et normalement il devrait rejoindre Ajo, encore une fois, en Moto 3 la saison prochaine. Il sait faire les bons choix, Ajo. Ouais, je pense que... on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Ok, c'est super. Merci Thomas. On va maintenant passer au Sunday Race Recap parce qu'il y avait pas mal de choses à dire sur ce week-end. Voilà, le Sunday Race Recap. Alors, on va, ce week-end, il y avait le Grand Prix d'Aragon, mais il y avait aussi la finale du championnat de France Superbike. Et les titres sont tombés. Alors, celui du Supersport avait déjà été attribué à Valentin Debise. Donc, en Superbike, c'est Mathieu Ginès qui a été titré pour la 3e fois consécutive, puisque Valentin Debise, on y reviendra un tout petit peu après, a été blessé à Manicourt. Il n'était pas présent à Alès. Donc, finalement, il a laissé filer le titre. On pourra dire que c'est plus un titre perdu qu'un titre gagné, mais en tout cas, il fallait être présent, il fallait être là, et c'est Mathieu Ginès qui remporte donc pour la 3e fois consécutive le titre Superbike. Et il y a eu un titre également en pré-Moto 3, donc Amaury Misera. Pareil, ça a été une course, un week-end très très chaud pour Amaury Misera qui était opposé à Matteo Roman, et ça s'est joué pour un demi-point en faveur du pilote du TWR Junior Team. Donc un demi-point d'écart. Donc maintenant Amaury Misera, champion de France, il regarde vers l'étranger. Il y aura 2 choix possibles, peut-être l'European Talent Cup avec la structure fédérale éventuellement, ou alors, pourquoi pas une place en Rookie Cup. Par contre, cette année, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de sélection proprement dite sportive. Ça sera uniquement sur dossier. Donc, on espère qu'Amaury, je pense que son dossier est quand même lourd. Il est, lourd dans le bon sens du terme, on est d'accord, et qui pourra défendre ses chances sur cette série. En Supersport 300, c'est finalement Florent Dacugna qui a été titré ce week-end à Alès. Ça s'est joué là aussi dans la dernière manche, la seconde manche. Et en sidecar, c'est le tandem L'Église-Lavorel qui coiffe la couronne dans cette catégorie. Messieurs, si je vous dis 30 ans, c'est l'instant stat, Eric, 30 ans, ça vous dit quelque chose ? Tu me l'as dit tout à l'heure. Moi, bon, alors, je vais pas tricher. 30 ans, on va revenir un petit peu, c'était le week-end dernier, mais 30 ans, ça faisait 30 ans qu'un Français n'avait pas gagné aux États-Unis un titre de motocross après Jean-Michel Bell. C'est Dylan Ferrandis. Alors, ok, c'est pas du MotoGP, mais c'est un Français, et je pense que c'était important de lui rendre hommage. 30 ans après Jean-Michel Bell, donc Dylan Ferrandis s'impose aux États-Unis, et cette année 2021, elle ne sera pas gardée dans les mémoires des Américains parce que c'est Jet Lawrence qui s'est imposé en 250. Donc ça a été un peu compliqué pour nos amis américains. On verra ce que ça donnera au motocross des nations. Et puis on va parler maintenant du Superbike. C'était le week-end dernier à Manicourt. On a eu 3 super courses entre Toprak Razgatlioglu. On parlait tout à l'heure des problèmes de Yamaha. On sait qu'il a décliné l'offre puisqu'il a re-signé pour 2 ans chez Yamaha Pata. Razgatlioglu donc opposé à Jonathan Rea. Ça a été 3 courses magnifiques. En revanche, ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin avec cette réclamation du team Kawasaki pour un passage sur le vert dans le dernier tour pour Toprak dans la course sprint, on va dire ça comme ça, la Super Pole Race. Et du coup, la direction de course, pendant la 2e manche, a déclaré que Toprak perdait une place et donc offrait la victoire à Jonathan Rea. Donc j'espère que ça ne déteindra pas trop sur l'ambiance de fin de saison. Je crois qu'il est allé lui ramener son trophée. Oui, c'est ça. Direct. Ouais. Donc Paul Denning a dit que l'ambiance devrait changer prochainement. Ouais, donc je pense que c'est un petit peu dommage parce que sincèrement, sur la piste, c'est vraiment du très grand spectacle entre les deux. Puis c'est bien d'avoir quelqu'un qui conteste la suprématie de Jonathan Rea. Maintenant, si on en vient à jouer comme ça, bon. Et un dernier mot pour finir très rapidement, le GMT 94 qui a été vraiment très malheureux à Manicourt. Donc il y a eu l'accident de Valentin Debise qui se fait percuter, la chute de Jules Cluzel en 2e manche alors qu'il était dans le trio de tête pour aller jouer la victoire face à Dominique Egarter. Donc ça a été un petit peu compliqué. Seul Andy Verdoya a un petit peu émergé du chaos, si on peut s'exprimer comme ça. Il est rentré 2 fois dans le top 10 alors qu'il revenait sur ce championnat. Donc Andy Verdoya s'est tombé il y a quelques jours, va poursuivre l'aventure avec le GMT. On va voir pendant combien de temps, mais il va avoir de nouveau la possibilité de rouler pour le GMT 94. Et Valentin Debise qui avait démontré beaucoup
beaucoup de choses en essai, aura lui aussi la possibilité d'aller au bout de sa wildcard quand il sera remis. Donc je pense que ça sera sur une manche européenne. Il reste Barcelone, Jerez et Estoril, je crois de mémoire. Portimao. Après, ce qui est bien, c'est que Verdoya retrouve le circuit la semaine prochaine, voilà, ce week-end. Où il avait gagné l'an dernier. Donc, voilà, dans des conditions façon Brad Binder. Voilà. C'était le plus jeune, juste comme vous aimez les chiffres, c'est le plus jeune vainqueur en Supersport. Voilà. Et puis la dernière info, c'est juste pour vous le rappeler, le week-end prochain, il y a du Grand Prix, mais il y a aussi le Bol d'Or au Castellet, avec pour la première fois pour le championnat du monde d'endurance, une course avec du public. Donc voilà, si vous êtes dans le sud et que vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le circuit du Castellet pour le Bol d'Or. Voilà, c'était pour le Sunday Race Recap, la dernière info. Et on va tout de suite prendre la direction de Clermont-Ferrand pour aller rejoindre notre invité Piero Taramasso. Voilà, Piero, bonjour, merci d'être avec nous. Tu nous entends ? Bonjour à tout le monde. Ouais, c'est bon. Alors Piero, tu es le responsable compétition deux roues pour Michelin. Juste avant qu'on passe dans le concret, juste une petite fiche d'identité de Michelin en MotoGP. Vous êtes le manufacturier unique depuis 2016. Est-ce que tu peux nous dire combien de personnes vous amenez sur les week-ends et en gros combien de pneumatiques ? C'est très, très synthétique, c'est juste pour poser le décor. Oui, l'équipe MotoGP pour chaque week-end de course, c'est 25 personnes. Il y a 11 personnes qui montent et transportent les pneus, puis 7 techniciens d'écurie, c'est les gens qui travaillent dans les box. Et après, il y a un représentant du marketing, un du développement, de la communication, un manager. Voilà, en gros, ça fait 25 personnes. Et chaque week-end de course, on amène 1200 pneus. Et c'est des pneus soit les slick, quand il fait sec, et les pneus pluie. Donc voilà, ça c'est en gros l'équipe. D'accord. Michel, vas-y, ouvre le bal avec Piero. Salut Piero, on s'est quitté hier. Tu imagines bien que la question que tout le monde veut, à laquelle tout le monde aimerait avoir la réponse, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la moto de Fabio ? Est-ce qu'il a vraiment eu un problème de pneus ? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce soir ? Oui, ça c'est la question et la réponse, nous, on voudrait bien la connaître, mais je t'assure qu'on la cherche avec beaucoup d'énergie. C'est vrai que Fabio, à la fin de la course, il disait qu'il n'avait pas eu le même feeling en course par rapport à ce qu'il avait ressenti en FP4. Et l'FP4, c'est la séance qu'on peut vraiment comparer avec la course parce que ça se passe dans l'après-midi. La différence, c'est que la course, il y avait 5-6 degrés de plus à la piste. Et souvent en course aussi, tu attaques plus, les pneus sont sous stress beaucoup plus qu'en FP4. Donc il y a beaucoup de choses à analyser, il y a beaucoup de détails qui peuvent faire la différence. Mais voilà, Fabio, quand il te dit quelque chose, c'est quelqu'un que tu peux lui faire confiance. S'il a ressenti ça, c'est parce que voilà, il y a eu quelques détails, quelque chose que pour le moment on n'a pas encore compris. Mais nous, on analyse toutes les datas qu'on a en possession de notre côté. Yamaha, ils sont en train d'analyser les datas de leur côté. Ça, c'est la procédure qu'on fait à chaque fois. Ils ont beaucoup plus d'infos de la moto. Mais après, voilà, une fois que nous, on a fini notre analyse, que Yamaha il a fini les analyses, on se trouve et on échange et on essaie de comprendre d'où ça vient. Alors, souvent, les pilotes, ils parlent, oui, c'est les pneus, ils ont mal fonctionné et tout. Mais c'est aussi vrai que tout passe par les pneus. Tout le feeling du pilote, il passe par les pneus. Quand il freine, quand il accélère, la stabilité. Donc, eux, ils disent vraiment qu'est-ce qu'ils ressentent. Mais après, quand on fait toutes les analyses, on voit que des fois, ça peut venir du pneu, mais beaucoup de fois, ça peut venir aussi d'autres choses. Et aujourd'hui, en MotoGP, comme tu sais bien, chaque détail, un petit détail, il peut faire une grosse différence. Alors, ce que certains, excuse-moi de remuer le couteau dans la plaie, mais bon, on a entendu déjà Mir notamment, récemment, c'est peut-être lui le plus virulent, Bagnaia aussi en Autriche, on a eu Marquez avec le pneu arrière. Les pilotes disent qu'un pneu, la même référence, ils réagissent pas tous pareil. Donc est-ce que c'est quoi c'est un problème de fabrication ? On rappellera que les pneus, donc Michelin est manufacturier unique et les pneus ils sont tirés au sort en début de week-end. Le mercredi, il y a des allocations, vous préparez des lots et dans le bureau de l'IRTA, donc les pilotes choisissent. Il y a un tirage au sort qui est fait, donc un lot est attribué à chaque pilote. Donc il n'y a pas moyen, on peut pas vous accuser de favoriser un pilote ou un autre, une marque ou une autre. Voilà, ça c'est. Oui. Donc c'est quoi ces problèmes est-ce qu'il y a des problèmes de fabrication ?
Alors, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé, il n'y a pas de problème en fabrication. Tous les pneus qu'on fabrique, ils sont bien suivis en qualité. On a des contrôles qualité très, très poussés. On contrôle tous les pneumatiques pendant la construction, pendant la cuisson, pendant le transport. Ils sont transportés dans des camions avec l'air reconditionné. Est-ce que, par exemple, Pierrot, quand vous avez une allocation différente d'un circuit à l'autre, est-ce que des fois ça peut expliquer ces différences de comportement? Tu vois, si tu as une piste qui est plus abrasive qu'une autre, un circuit plus contraignant, si vous changez votre définition de pneu ou de gomme, est-ce que ça peut avoir une incidence? Je pense qu'on a perdu Pierrot. Ouais, on a perdu. Je pense qu'on a perdu. On a perdu Pierrot. Bon, c'est pas grave, on va tâcher de le retrouver. Ça y est, il est revenu. Non, Ah, non. Oui, non, pas encore. Ça, c'est moi. Donc, je ne suis pas Piero Tarapasso. J'ai un peu le blanc pareil, mais je ne suis pas Piero Tarapasso. Bon, c'est pas grave. Non, par contre, il y a un truc que tu disais, Michel, et qui est très important pour que les gens comprennent bien. C'est ce qui se passait déjà. Ah, tu es revenu, Piero, peut-être. Oui, je suis revenu. Désolé. Est-ce que tu as entendu on n'a pas entendu la fin de ta réponse. Si tu veux reprendre, et puis je te reposerai la question. Oui, je peux reprendre. Ce que je disais, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de problèmes de qualité dans les pneumatiques. Souvent, qu'est-ce qu'on constate, c'est à niveau de l'utilisation, il peut y avoir des pressions qui ne correspondent pas disons, aux recommandations, les températures de la piste qui changent. Il y a beaucoup la façon de piloter, si tu attaques au début ou si tu es plus conservateur. Ça peut vraiment changer beaucoup. Aujourd'hui, les pneumatiques sont, je dirais, très extrêmes et pour des petites choses, ils peuvent réagir différemment. Ça c'est le MotoGP d'aujourd'hui. Tout est poussé au maxi, l'aérodynamique, les moteurs, le pilotage. On le voit bien quand on voit 20 pilotes dans une seconde et on voit qu'un dixième, 2 dixièmes près, tu peux être dans les top 5 ou dans les derniers 5. Donc aujourd'hui, un petit détail, ça peut faire vraiment la différence. Mais nous, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les pilotes et les teams pour avoir toutes ces datas et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour peut-être faire un pas en arrière et avoir des produits plus faciles à l'usage et moins sensibles à toutes ces petites variations. Alors ouais, justement, Pierrot, vos prédécesseurs, on ne va pas les nommer, mais c'était Bridgestone, ils se cassaient moins la tête que vous, dans le sens où il y avait un pneu tendre, un pneu dur. Vous avez voulu amener de la performance, amener un peu du sur-mesure, malgré le manufacturier unique, en proposant des pneus différents pour que chaque moto, chaque pilote trouve chaussure à son pied. Au final, vous ne seriez pas un petit peu pris dans votre piège, là ? C'est possible, c'est une question qu'on s'est posée et qu'on est en train de discuter avec soit l'organisateur, la Dorna, qu'avec les pilotes. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont prêts à faire un pas en arrière, perdre en performance, si ça peut donner un peu plus de stabilité. Mais c'est vrai que comme c'était fait avant avec nos prédécesseurs, tous ces problèmes-là, il n'y avait pas ils n'existaient pas, mais il y avait beaucoup moins de bagarres. C'était toujours les mêmes pilotes qui partaient devant, et c'était les mêmes pilotes qui gagnaient. C'était toujours la même moto. Aujourd'hui, il y a différentes motos qui gagnent, différentes motos sur le podium, différents pilotes. Et le spectacle, c'est indéniable. On voit des dépassements, c'est vraiment un niveau, je dirais, exceptionnel. Mais comme je dis, tout est poussé à la limite. Et quand tout est à la limite, il ne faut pas grand-chose pour se louper. J'ai une question, Pierrot. Est-ce que justement avec l'apparition des nouvelles technologies, notamment les all-shot devices, où on voit maintenant les motos qui changent de géométrie sur les lignes droites, qui donnent plus de performance, etc., est-ce que ça vous a amené aussi à retravailler vos pneumatiques et revenir un petit peu sur ce que disait Michel, toujours cette course en avant pour être de plus en plus performant? Et on rappelle aussi que c'était aussi l'une des données ce week-end, c'était le record de la piste qui était toujours établi avec vos concurrents, ou en tout cas la marque que vous avez remplacée l'année dernière, en 2016, pardon. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes de l'année dernière. Tous ces devices qu'ils ont mis sur les motos, c'est assez récent. Et aussi, les chargeurs dynamiques qu'ils mettent sur l'avant, aussi c'est assez récent. Mais on se rend compte, que les motos, elles changent et les pneus sont mis sous stress beaucoup plus. Donc, si ça continue dans cette direction, on va être obligé de revoir un peu le design des pneumatiques. La performance qui amène les pneus à la moto, c'est
toujours plus en plus. Là, oui, on a battu un record qui durait depuis 2015. Et soit le meilleur tour en course, soit la durée de la course, que c'est une des objectifs qu'on a nous cette année, c'est de donner des pneus plus constants, donc qui sont performants, mais pendant toute la durée de la course. Et on a déjà battu pratiquement tous les circuits qu'on a fait, sauf les Mans où il a plu. Partout on a battu ça. Donc voilà, mais comme on s'est dit, c'est qu'on pousse la performance au maxi et ça, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors, un autre problème qui est souvent évoqué en ce moment, Pierrot, c'est ces fameux pneus réchauffés. Alors, on explique que l'allocation des pilotes ont 22 pneus pour le week-end, mais bien évidemment, ils ne sont pas tous utilisés. En revanche, ils restent pendant 3 jours sous des couvertures chauffantes qui sont mises en route le matin, éteintes le soir. Donc ces pneus chauffent, refroidissent, chauffent. Donc vous ne jetez pas les pneus qui n'ont pas été utilisés, mais vous les réintroduisez dans les occasions suivantes. Et il arrive aussi que ces pneus qui ont été qui ont varié de température peuvent être défaillants. Comment tu peux expliquer ça ? Oui, c'est vrai que nous, sur les circuits, on amène des pneumatiques qui sont fabriqués récemment, qui sont neufs, on les donne aux teams. Donc, ils les mettent dans les couvertures chauffantes donc, pour les préparer au roulage. Ils sont chauffés à 90 degrés. Le problème, c'est qu'il y a des teams qui travaillent bien, qui chauffent 4 pneus, ils en utilisent 3. Et il y a des teams qui ne chauffent 8, 10, ils en utilisent 3. Et ils te ramènent 5 ou 6 pneus qui sont déjà, disons, préchauffés. Donc, et c'est des pneus neufs qui n'ont pas roulé. Donc, ces pneumatiques-là, pour une question d'environnement et tout, on ne peut pas les mettre à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les réattribue aux pilotes, mais on ne met qu'un pour chaque pilote et on le signale en disant faites attention que ce pneu il était déjà préchauffé avant, donc on ne garantit pas au 100% que la performance est la même. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas l'utiliser ni en qualification ni en course. Utilisez-le en FP1 par exemple pour nettoyer la piste. Quand je dis que les pneumatiques peuvent avoir un peu moins de performance, il peut y avoir 1-2 dixièmes maximum de moins en pic grip sur les premiers 2-3 tours. Mais après, on sait très bien qu'après, il fonctionne correctement. Mais comme je disais tout à l'heure, 1 dixième ou 2 dixièmes aujourd'hui, ils peuvent changer la donne pas mal. Donc c'est pour ça que les pilotes, eux, ils voudraient des pneus neufs tout le temps. Mais c'est juste quelque chose que ce n'est pas possible de faire. Et c'est quelque chose que ça se fait depuis tout le temps et on le fait partout. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, c'est à l'organisation d'autoriser seulement 4 couvertures chauffantes pour l'avant, 4 pour l'arrière, 5 maximum dans les box, donc pour qu'ils puissent chauffer le moins de pneus possible et avoir toujours des pneus les plus frais possible et éviter que les plaintes ensuite. Pierrot, on voit aussi que Ducati, par exemple, travaille sur la température du pneu, qui est quand même un paramètre important, et on voit que depuis quelques Grands Prix, il travaille avec une jante un peu différente, notamment à l'avant, avec apparemment un traitement particulier qui lui permet, en tout cas, de ne pas monter trop en température avec les freins en carbone qui doivent monter très haut en température. Est-ce que vous travaillez, par exemple, avec Marchesini ou d'autres constructeurs pour justement évaluer un peu ce paramètre-là aussi des jantes? Alors, c'est vrai, la température, oui, c'est quelque chose de très important pour le fonctionnement des pneumatiques et les teams se sont rendus compte, donc ils travaillent beaucoup dessus. Il y en a qui ont un petit avantage par rapport aux autres. Quand ils avaient fait le spoon, là, la fameuse cuillère dessus, c'était aussi pour ça, pour changer la température, disons, du pneumatique, pour le refroidir ou le chauffer. La jante aussi, et là, c'est ça l'objectif, de baisser la température du pneu avant, parce qu'on sait que quand le pilote il suit de près une autre moto, la température du pneumatique avant il a tendance à monter, donc la pression elle monte et tu perds un feeling, tu perds un grip. Alors ça, nous on ne collabore pas avec les manufacturiers, donc on donne notre avis, souvent ils nous demandent notre avis, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner, est-ce qu'on peut le faire, oui ou non? Donc après, nous, on donne notre réponse, mais après, ce sont les teams qui collaborent directement avec les fabricants des roues. Pierrot, tu restes avec nous parce qu'on va passer à la dernière partie de l'émission, c'est les téléspectateurs qui ont posé des questions, et parmi les questions, eh bien, il y en a une qui te concerne. Donc, ok? D'accord. Allez, on passe à la rubrique « Vos questions ». Alors justement, les questions,
Jean-Pierre de Montrouge qui dit: comment expliquer les mauvaises performances récentes en deuxième place au classement général? Lui a-t-il mis trop de pression au niveau de Zarco? Mais ça, on en a parlé, Michel. Les contre-performances de Johan Zarco, Jean-Pierre de Montrouge, on en a parlé tout à l'heure au niveau des explications. Oui, on a répondu effectivement la pression d'aller chercher cette première victoire. Je pense qu'il se l'est mise alors on va dire que les journalistes sont responsables parce qu'on lui pose des questions, mais voilà, je pense que tout le monde a envie de le voir gagner et il n'a pas besoin des autres pour se mettre la pression, Jojo. Alors une question justement pour toi, excuse-moi Thomas, pour toi Pierrot, de Pedro qui demande: comment expliquer justement ce qu'a dit Michel, comment expliquer le choix du pneu de Zarco en rappelant justement le process du pneu, le choix du pneu? Oui, Zarco en fait, il a choisi les médiums avant. Et tous les autres étaient avec les durs, c'est juste parce que lui, donc c'est un pilote qui est moins agressif sur l'avant de la moto, donc il est capable de rouler un cran, un step plus soft par rapport aux autres. Et la raison, c'est juste qu'avec les médiums, il avait plus de feeling. Et aussi, le pneu médium, qu'est-ce qu'il te donne? C'est plus de grip quand la moto elle est inclinée à angle maxi, par rapport à un pneu dur que lui, il te donne un peu moins de grip sur l'angle max, mais plus de stabilité quand tu freines la moto droite. Très fort, donc plus de soutien. Alors on en a une autre de François de Neuilly qui te demande: quelles sont les dernières avancées technologiques de Michelin pour les pilotes MotoGP? Les dernières technologies à prévoir. Est-ce que vous allez avoir des évolutions? On va avoir des évolutions, mais pas pour la saison qui vient. Jusqu'à là, les pilotes, qu'est-ce qu'ils nous demandaient, c'est d'avoir toujours des pneus plus de grip, et surtout à l'arrière pour aller toujours plus vite. On a progressé beaucoup sur ce domaine. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire maintenant? C'est de travailler sur l'avant, donc faire un pneu avant qui donne encore plus de feeling de ce qu'ils ont aujourd'hui et plus grip sur l'angle quand les pilotes ils rentrent dans les virages et freinent pour leur donner un peu plus de sécurité. Donc on va commencer à travailler dessus l'année prochaine et l'introduire dans la saison qui vient. Très bien. Écoute, Pierrot, on te remercie énormément d'avoir participé à l'émission. Merci de ta disponibilité et puis bon Grand Prix dès la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut Pierrot. Merci Pierrot. Et puis ciao. pour vous messieurs, on va rester sur les dernières questions de nos téléspectateurs. Quels sont les transferts de pilotes à prévoir pour la saison prochaine? Ça, justement, en MotoGP. On avait un peu éludé la question chez Yamaha, donc Rossi s'en va, donc il va falloir le remplacer. Vinales est parti, donc chez Yamaha, qui a la moto la plus facile du paddock, c'est là où on se casse la tête. Alors qu'est-ce qui va se passer? On fait revenir Dovizioso. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Donc Dovizioso alors c'est vrai qu'il a toujours dit qu'il reviendrait s'il avait une moto performante, mais bon, il semblait quand même avoir passé le cap. Il s'était mis au motocross, donc là il va revenir donc avec l'équipe. Alors c'est plus l'équipe Petronas parce que autre problème de Yamaha, oui. Petronas s'est retiré, donc ça sera annoncé jeudi ou vendredi à Misano, donc une nouvelle équipe sur la base technique du Sepang Racing Team de Johan Stigefeld et Razlan Razali. Donc on aura comme pilote Andrea Dovizioso et vraisemblablement, à moins qu'il y ait contre-ordre au dernier moment, Darin Binder, donc le frère de Brad qui court en Moto 3. Donc là c'est le pari, on rappelle qu'il y a un seul pilote qui a fait le pas du Moto 3 au MotoGP, c'est Jack Miller. Bon, aujourd'hui il gagne les Grands Prix, c'était Livio Suppo qui avait tenté ça à l'époque chez Honda, il était chez Honda, et c'est vrai que ça y a pris un peu du temps, ça n'a pas été simple. Et Jack Miller s'était quand même battu pour le titre face à Alex Marquez en 2014, si je ne me trompe pas, ou 2015. En 500, on pouvait remonter à Gary McCoy aussi, qui a fait la même chose. Ouais, Gary McCoy. Ok, écoute. Donc voilà, pour répondre à cette question, les transferts, ça sera va surtout être, du côté de chez Yamaha. Voilà, et Morbidelli qui revient aux affaires après sa longue blessure, revient à Misano. Lui, il récupère la place de Vinales aux côtés de Fabio dans l'équipe Factory. Sinon, Zilenberg a quand même pas caché ce week-end que Morbidelli était sur l'entrée-liste, mais il n'était pas encore validé. C'était. Oui, il n'est pas sûr de pouvoir être en forme pour faire ça. Du coup, il va peut-être y avoir encore un autre remplacement. On n'aura pas beaucoup de nouveautés. Si, on va récupérer le Team Tech 3 qui se sépare de Petrucci, qui part faire du rallye raid, de Lecuona qui vraisemblablement va partir en Superbike sur Honda. Donc lui, il va récupérer les deux leader du championnat Moto 2, donc Rémi Garner et Raúl Fernandez, une belle équipe chez Tektro l'an prochain. Et ça va être là les seuls changements. En revanche, on peut imaginer que l'année 2022 va être agitée très très vite sur le plan des transferts, puisque tout le monde sera en fin de contrat.
Donc là, je pense que les cartes vont être rebattues, sachant que par exemple Mir veut quitter Suzuki. Ça sera le mot de la fin, Michel, parce Oui, qu'on on est va trop se faire long. tirer les oreilles, on est trop long. En même temps, on fait un débrief pour que 5 Grands Prix d'un coup. Donc, Voilà, donc vous l'avez compris, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine puisqu'il y aura ce Grand Prix à débriefer, ce Grand Prix de Misano. N'oubliez pas de poster vos pronostics, il y aura des cadeaux à la clé, notamment de notre partenaire. Il y a un jeu concours, tu l'oublies, Eric. Non, je ne l'oublie pas puisque j'allais dire n'oubliez pas de poster vos pronostics puisque notre partenaire Brembo vous offrira un très beau cadeau à l'issue de ce tirage au sort, donc la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas le Grand Prix. Vous postez vos pronostics sur les pages Facebook de Sans Concession, de Moto Revue, de Moto Journal et de Moto Station et vous serez peut-être l'heureux vainqueur d'un très beau cadeau de la part de notre partenaire Brembo. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié, monsieur le réalisateur. Voilà, sur ces paroles, on se quitte. Merci Michel. merci. Merci Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis et donc rendez-vous la semaine prochaine, lundi, même heure, même endroit.